Vas-y, installe-toi, prends une petite boisson chaude ou froide, puisqu'il fait très chaud actuellement, et puis on va commencer ensemble, et on va explorer de nouvelles lois. Cette fois-ci, ce ne seront pas des lois spirituelles comme dans la première vidéo de cette série. On va s'intéresser plutôt à des mécanismes beaucoup plus concrets cette fois-ci. Des mécanismes plutôt psychologiques et comportementaux qui influencent notre quotidien. Et parfois même sans même que nous nous en rendions compte. Parfois on a l'impression que tout va mal au même moment, que certaines descriptions semblent nous correspondre avec une facilité déconcertante, ou que nous suivons des décisions sans même prendre le temps d'y réfléchir. Nous aimons penser que nos décisions sont forcément rationnelles, que nous choisissons librement ce que nous pensons, ce que nous achetons, les personnes auxquelles nous faisons confiance et les directions que nous prenons dans notre vie. Mais notre cerveau ne fonctionne pas comme une machine purement théorique et logique. Il interprète, il trie, il simplifie, il identifie, il cherche des repères et il se base sur nos croyances aussi. Ça signifie pas que nous sommes faibles, naïfs ou incapables de réfléchir. C'est notre cerveau qui prend parfois des petits raccourcis qu'on ne lui a pas demandé. Ces mécanismes, ils font partie du fonctionnement humain. Et les comprendre ne permet pas forcément de les faire complètement disparaître, mais ça peut nous aider à prendre du recul et à comprendre ce qui se passe là-dedans. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir 10 lois, effets, principes qui gouvernent parfois notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Et tu verras que certaines situations que tu attribuais parfois au hasard ou au destin ou encore aux intentions des autres peuvent aussi s'expliquer de manière très différente. Vous la connaissez peut-être sûrement, nous allons commencer avec la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal finir finira forcément mal. C'est ça la loi de Murphy. Pas joyeux. Par exemple, tu es en retard et bien évidemment tu te prends tous les feux rouges. Tu décides de sortir depuis plusieurs semaines, tu fais tes cheveux, tout va bien, et tu sors, il pleut. Tu portes pour la première fois une belle tenue blanche, et ce jour-là, tu renverses ton café alors que tu n'es pas maladroite d'habitude. Dans ces moments-là, on a l'impression que l'univers s'acharne sur nous. Comme si les problèmes attendaient précisément le pire moment pour apparaître. Mais la loi de Murphy, ce n'est pas une loi scientifique qui annonce que tout doit mal finir. Il s'agit plutôt d'une maxime populaire qui invite à anticiper les défaillances possibles. Si une situation comporte plusieurs points fragiles, il existe effectivement davantage de possibilités qu'il y ait un problème. Et puis surtout, notre cerveau remarque souvent plus facilement les choses négatives que les choses positives. Et surtout quand ça se produit au mauvais moment. Un feu rouge alors que t'es en avance, ça te provoque aucune émotion. Tu arrives, tu attends, ça passe au vert, tu t'en vas. Alors que quand t'es en retard, ça a le don de t'agacer, n'est-ce pas? La véritable leçon de Murphy, ce n'est pas de devenir pessimiste. C'est de prévoir que tout ne se passera pas forcément comme prévu et donc qu'il faut anticiper certaines choses. C'est comme faire une sauvegarde et préparer une solution de secours, au cas où ça se passe pas comme prévu. Prévoir un petit peu plus de marge, vérifier son matériel avant un rendez-vous important, prendre des petites lingettes pour nettoyer les vêtements pour les tâches quand on est habillé en blanc, par exemple. Être optimiste ne signifie pas croire que rien ne peut mal tourner, mais c'est surtout se sentir capable de réagir positivement si tout ne se passe pas comme prévu. Ensuite, nous avons le biais de confirmation. Imagine, tu commences à penser qu'une personne ne t'apprécie pas. À partir de ce moment-là, ton cerveau va sûrement devenir attentif aux moindres faits et gestes de cette personne qui pourraient confirmer que cette personne ne t'apprécie pas. Par exemple, elle t'aura pas souri quand elle va te dire bonjour. Il y a un moment où vous parlez entre collègues, tu arrives et cette personne s'en va. Elle va sembler distraite pendant une conversation. Ton cerveau peut y voir des preuves supplémentaires. Mais par contre, au contraire, quand elle va devenir plus chaleureuse, proposer de t'aider, ou engager spontanément la conversation, tu risques de minimiser ces informations, voire même de te braquer en te disant est-ce qu'elle me parle parce qu'elle cherche à me nuire? Est-ce que c'est une conversation pour essayer d'en savoir plus sur ma vie pour après pouvoir me détruire? Votre cerveau il va tout extrapoler et ça va être un peu en mode drama queen, c'est la fin du monde. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle donc le biais de confirmation. On a tendance à rechercher, remarquer, et retenir plus facilement les choses qui confirment une croyance qu'on a déjà. Et on va du coup accorder moins d'importance à quelque chose qui vient remettre en question notre croyance ou nous contredire dans notre fort intérieur. Il influence souvent nos opinions politiques, nos croyances spirituelles, notre perception de nous-mêmes, nos décisions professionnelles, nos habitudes de consommation, et même la manière dont nous interprétons le passé aussi.
Si tu crois que tu échoues toujours, ton cerveau se rappellera toujours de tes erreurs. Si tu crois que les gens finissent toujours par t'abandonner, tu risques d'interpréter chaque distance temporaire comme de l'abandon et par toi-même te retirer des relations alors qu'en fait cette personne avait juste besoin de temps pour elle ou qu'elle avait juste pas le temps, etc. Et tu vas te braquer tout seul en fait. Donc la question à se poser c'est pas est-ce que j'ai des preuves que j'ai raison? C'est quelles informations pourraient montrer au contraire que mon interprétation est incomplète. Parce qu'on cherche pas toujours la réalité, on cherche parfois à avoir raison. Pourtant, évoluer demande parfois d'accepter que notre perception n'est pas toute la réalité. Ensuite, nous avons la dissonance cognitive. Nous avons tous une certaine image de nous-mêmes. Nous nous voyons peut-être comme quelqu'un de loyal, ou de raisonnable, ou de courageux, de responsable, de bienveillant, de généreux. Mais que se passe-t-il quand nos actions ne correspondent plus à cette image que nous avons de nous-mêmes? Il y a un inconfort qui apparaît. C'est pas agréable. Et encore plus quand quelqu'un te le fait remarquer. Et ça, en psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive. Elle désigne donc la tension que nous pouvons ressentir lorsque deux pensées, deux croyances, ou une croyance et un comportement se contredisent. Par exemple, une personne sait que fumer nuit à sa santé, mais elle continue à fumer. Elle se retrouve face à ces deux éléments, je veux protéger ma santé, et je continue un comportement qui lui nuit. Pour diminuer cet inconfort, il y a plusieurs options qui sont possibles. Elle peut modifier son comportement et faire en sorte d'arrêter de fumer. C'est compliqué, mais elle peut. Mais comme justement c'est compliqué, c'est difficile, elle peut se dire « Bon, il faut bien mourir de quelque chose. Et puis, je fume pas tant que ça. Et mon grand-père a fumé longtemps, toute sa vie, et puis il est mort très très vieux. » Ces phrases permettent temporairement de rendre la contradiction un peu plus supportable. Et on fait la même chose dans beaucoup d'autres domaines. On reste dans une relation qui nous fait souffrir en se disant que toutes les relations sont difficiles et ont leur haut et leur bas. On dépense beaucoup d'argent dans quelque chose qui nous déçoit et on essaie de se convaincre que finalement c'était un bon choix. On agit contrairement à nos valeurs et on essaie d'expliquer la situation et de la minimiser. La dissonance cognitive, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est un mécanisme humain avant tout. Notre cerveau cherche à préserver une certaine cohérence entre l'idée que nous avons de nous-mêmes et nos comportements. Mais ce mécanisme peut ralentir notre évolution. Par exemple, si vous vous identifiez à la base comme quelqu'un qui ne fait jamais de sport, ça peut être très difficile pour vous d'être une personne qui se met au sport. Et c'est pour ça qu'il faut changer votre manière de vous percevoir pour petit à petit changer ce que vous faites et implémenter différentes habitudes, etc. Parce qu'il est parfois plus confortable de justifier une situation plutôt que de se rendre compte et de reconnaître qu'elle doit changer. Alors la prochaine fois que tu ressens fortement le besoin de défendre une décision que tu as prise, demande-toi, est-ce que je protège réellement cette décision ou est-ce que je protège l'image que j'ai de moi-même? Ensuite, nous avons l'effet Pygmalion. Alors, celui-là, je ne le connaissais pas, je l'ai trouvé en préparant cette vidéo. L'effet Pygmalion désigne l'influence que les attentes d'une personne peuvent avoir sur le comportement ou les résultats d'une autre. Je le connaissais sans le connaître. Il est notamment associé aux travaux de Robert Rosenthal, donc psychologue américain, et de Lenore Jacobson, directrice d'école et chercheuse américaine, sur les attentes des enseignants. L'idée générale est la suivante. Lorsque nous pensons qu'une personne est capable de réussir, nous pouvons inconsciemment nous comporter différemment avec elle. Nous lui accordons davantage de temps, nous l'encourageons davantage, nous lui proposons peut-être des défis plus intéressants, nous interprétons ses erreurs comme des étapes d'apprentissage plutôt que comme la preuve de son incapacité. Toutes ces petites différences peuvent progressivement influencer ses performances. Ça marche de la même manière avec toi-même. Si tu te répètes que tu es incapable de parler en public, tu risques d'éviter toutes les occasions que tu vas avoir de t'entraîner à parler en public. Ton manque d'expérience renforcera ensuite ton sentiment d'incompétence, forcément. Et ta croyance de départ aura influencé le résultat final. A l'inverse, se dire que vous ne savez pas encore le faire mais que vous allez apprendre, ça ne garantit pas la réussite, mais par contre, ça admet une possibilité d'action et de changement. L'effet Pygmalion nous rappelle donc d'être attentifs aux attentes que nous plaçons sur les autres, mais aussi aux étiquettes que nous nous imposons à nous-mêmes. Par exemple, si vous dites tous les jours à votre compagnon qu'il est paresseux, qu'il est flemmard, qu'il fait jamais rien, que machin, eh ben il va s'ancrer dans ce comportement-là de flemmard, il fait jamais rien, etc. Alors que si pour le moindre truc, vous allez l'encourager en lui disant « Ah, super, merci. Ah, mais t'es toujours comme ça. Ah, mais tu m'as sorti les poubelles, merci beaucoup. » Enfin, je sais pas, j'extrapole, hein, parce que moi, c'est pas mon cas. Mais si vous encouragez les comportements positifs, ça va ne faire qu'amener des comportements de plus en plus positifs et il va sortir de ce truc de se dire « Bah, de toute façon, je suis un paresseux, quoi. »
C'est comme l'histoire là de ce petit gamin, alors je sais plus si c'est pas un écrivain ou une personne hyper célèbre qui expliquait que sa mère a reçu une lettre de son école et qu'en la lisant elle a eu les larmes aux yeux et que lui en tant qu'enfant il lui a demandé ce que disait cette lettre et que elle lui a dit «Oh mon chéri, l'école me dit que tu es un surdoué, qu'ils peuvent plus te prendre en charge parce que t'es trop intelligent et que du coup ils ont pas le niveau entre guillemets pour toi». Et du coup cette mère l'a éduqué à la maison, lui a fait l'école à la maison. Et plus tard, il est devenu, alors je sais plus si c'est un écrivain ou... Il est devenu quelqu'un, j'ai envie de dire. Et sa mère lui a avoué que ce qu'il y avait écrit sur cette feuille ce jour-là, c'était pas du tout ça, c'était qu'il était renvoyé parce qu'en fait il n'arrivait pas à suivre le rythme et qu'il était trop incompétent et trop... Je sais plus, j'essaierai de vous retrouver le truc exact et de vous le mettre en barre d'infos. Mais et j'ai trouvé ça très fort parce qu'en fait cette mère a permis à son enfant de se sentir exceptionnel et d'avoir cette croyance-là. Et ça l'a poussé lui à faire de grandes choses, alors qu'à la base c'était quelque chose de totalement négatif et que si il avait eu la vraie version, ben peut-être qu'il aurait jamais fait tout ça. Donc je trouve ça très beau. Ensuite nous avons l'effet de halo. L'effet de halo apparaît lorsqu'une caractéristique positive ou négative influence notre jugement global sur une personne. Si une personne est élégante ou belle, beauty privilège, on va parfois penser qu'elle est plus compétente ou plus intéressante. Elle parle avec assurance, alors on suppose qu'elle maîtrise son sujet. Elle semble chaleureuse, alors nous lui attribuons parfois plus d'honnêteté. Et à l'inverse, une impression négative peut colorer tout ce qui suit. Quelqu'un arrive en retard à une première rencontre, on peut le considérer comme peu fiable. Et même s'il se montre très ponctuel pendant les 10 rencontres suivantes, notre cerveau va rester influencé par cette première image. Mon père m'a toujours dit, on ne fait jamais 2 fois une première bonne impression. Merci papa. L'effet de halo peut intervenir partout, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les entretiens professionnels, en politique, sur les réseaux sociaux, etc. Une personne belle n'est pas nécessairement bienveillante. Une personne charismatique n'est pas forcément compétente. Une personne qui au contraire s'exprime avec hésitation n'est pas forcément moins intelligente. Pourtant, notre cerveau, il aime la cohérence, donc il aime construire une image qui est cohérente avec ce qu'on a eu de première impression. Mais ça devrait pas être un verdict définitif, selon moi. Elle peut parfois apporter des informations utiles, effectivement. Et maintenant, lorsque tu portes un jugement rapide sur une personne, tu peux te demander « mais qu'est-ce que je sais réellement d'elle ? Et est-ce que cette seule caractéristique va influencer tout mon jugement ?» Et ça se confirme souvent parce qu'on demande souvent aux autres de nous laisser une seconde chance et on oublie parfois de leur accorder une seconde chance. Ensuite, nous avons l'effet Barnum, également appelé effet Forer, qui désigne notre capacité à considérer une description vague et générale comme correspondant particulièrement à nous ou à ce qu'on est en train de vivre. Imagine que je te dise « tu as besoin d'être apprécié, mais tu sais aussi te montrer indépendant ». Tu peux parfois douter de toi, même si les autres ne s'en rendent pas compte. Tu possèdes des capacités que tu n'exploites pas complètement. Tu apprécies le changement, mais tu as besoin de stabilité. Normalement, vous vous êtes un peu tous retrouvés dans ce genre de description, parce que c'est des descriptions tellement générales que tout le monde se retrouve dedans. Donc il est possible qu'une partie de ces descriptions t'ait semblé particulièrement juste, comme si je lisais en toi. Pourtant, ça pourrait convenir à une grande partie de la population. Et beaucoup se retrouveraient là-dedans. L'effet Barnum, l'explication la plus parlante, c'est les horoscopes. Les tests de personnalité aussi, qui sont parfois peu rigoureux, et qui donnent l'impression de nous connaître intimement, alors qu'en fait ils te donnent des choses plutôt générales et qui pourraient correspondre à tout le monde. Les formulations utilisées sont souvent assez larges pour permettre à chacun d'y reconnaître une partie de son expérience. Alors on sélectionne un petit peu les éléments qui nous correspondent, et on fait pas forcément attention à ce qui nous correspond beaucoup moins. Ensuite, nous avons la preuve sociale. Imagine, tu arrives dans une rue, dans une ville que tu ne connais pas, tu as 2 restaurants qui se font face à face, qui se ressemblent un petit peu, qui proposent un peu les mêmes choses. Tu as une terrasse bondée, une terrasse où il n'y a personne. Sans disposer d'aucune autre information, où est-ce que tu vas aller? Le restaurant qui est bondé. Pourquoi? Parce que quand on est incertain, on observe souvent les décisions des autres pour déterminer ce qui est le plus correct ou le plus juste. C'est donc le principe de la preuve sociale. On le retrouve un peu partout, dans les avis clients, les tendances, les files d'attente, le nombre d'abonnés, les vidéos virales, les produits présentés comme les plus vendus. Bah oui, forcément, plus il va être présenté comme le plus vendu, plus les gens vont l'acheter pour se dire pourquoi c'est le plus vendu, est-ce qu'il est si bien? Et puis au final,
Est-ce qu'il est si bien? Je ne sais pas. À vous de me dire. Si une personne suit une tendance parce que beaucoup d'autres personnes la suivent, ces personnes renforcent ensuite l'impression que cette tendance mérite d'être suivie. Un contenu n'est pas toujours populaire parce qu'il est juste. Un produit n'est pas nécessairement adapté à toi parce que c'est le plus vendu. Une opinion n'est pas forcément vraie seulement parce que tout le monde a la même opinion. La preuve sociale, elle est particulièrement importante surtout quand on doute, qu'on n'est pas sûr de nous, et qu'on considère que les personnes qu'on regarde nous ressemblent à peu près. Qu'on se retrouve en elles, en fait. Si par exemple, tu as les cheveux bouclés et que quelqu'un te dit ça c'est le meilleur truc pour les cheveux bouclés, etc. Bah en fait tu vas forcément te retrouver un peu en elle en te disant tiens, si c'est le meilleur truc pour les cheveux bouclés, peut-être que pour moi ça me correspondrait. C'est un exemple vrai puisque moi j'ai les cheveux ondulés à bouclés en fonction des jours et je me dis toujours ah bah tiens je vais essayer ça, je vais essayer ça et souvent ça ne me correspond pas. C'est le canapé hein. C'est pas moi. La question à se poser c'est donc est-ce que je choisis réellement cette option parce qu'elle me convient ou parce que le groupe m'indique qu'elle devrait me convenir? Ça c'est difficile à déterminer et souvent tu le sais que quand tu l'as fait. Dommage. Alors suivre les autres c'est pas forcément une erreur, mais les suivre sans réfléchir, ça peut parfois nous éloigner de nos propres besoins. Par exemple, moi si je prends des cheveux, des trucs spécial boucles, et que en fait les produits sont faits pour les cheveux qui ont besoin d'énormément d'hydratation et de choses comme ça, je vais me retrouver avec un produit tellement riche que mes cheveux ils vont devenir tout poisseux. Par exemple. Ensuite nous avons le mécanisme de l'aversion à la perte. Imagine deux situations. Dans la première, tu gagnes 50 €. Dans la deuxième, tu perds 50 €. Mathématiquement, la valeur est la même. On parle de 50 €. C'est pas énorme, mais ça peut être beaucoup pour certaines personnes. Mais psychologiquement, c'est pas la même chose. La douleur provoquée par une perte peut être ressentie plus fortement que le plaisir généré par un gain équivalent. Si je te dis tu gagnes 50 €, tu peux me dire « Ah ouais, pas ouf, mais je suis contente ». Si je te dis tu perds 50 €, tu vas dire « Ah ». En fonction de ton budget, tu vas dire « Ah ». Vous voyez? Et c'est ce mécanisme d'aversion à la perte qui influence beaucoup de nos décisions. Exemple, cet objet que tu gardes, dont tu n'as plus besoin. Ça y est, tu l'as en tête. Tu n'en as plus besoin de cet objet. Pourquoi tu le gardes? Parce que t'as l'impression de perdre quelque chose en t'en séparant. T'as l'impression de « Ah bah peut-être que ça va me servir. Ah bah oui mais bon, si finalement j'en ai besoin dans 2 mois. Ah bah oui mais bon, c'est un souvenir quand même. Ah bah oui mais... » En fait tu trouves des excuses parce que perdre quelque chose, ça t'impacte quand même quelque part. Que ce soit sentimentalement, que ce soit psychologiquement ou autre. Parce que t'as ce truc de le perdre. Alors que quand tu l'achètes, des fois tu te dis « Oh, pourquoi je l'ai acheté? Ouais mais bon je vais quand même le garder, je vais pas le renvoyer parce que bon... » Pourquoi tu le renvoies pas si ça te convient pas? Bah parce que t'as ce truc de pas vouloir le perdre en te disant « Oui mais ça peut toujours servir. » Moi la première, attention. Un autre exemple, dans le couple. Vous n'êtes pas satisfait, mais vous ne voulez pas quitter la personne. Parce que quitter, ça voudrait dire renoncer à tout ce que vous avez déjà construit. Et vous n'avez pas envie de recommencer à zéro. Parce que vous savez pas sur qui vous allez tomber. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce sera pire? Donc mieux vaut rester dans une situation où on n'est pas très heureux, mais on n'est pas très malheureux non plus, plutôt que de changer de partenaire. Parce que bon, vous avez quand même commencé à construire quelque chose, vous êtes peut-être pacsé, vous avez peut-être un enfant. Et du coup, plus il y a de choses qui vous relient à la personne, et plus vous vous dites, bon, autant y rester. Autre chose, on refuse une opportunité parce qu'on pense davantage à ce qu'on risque de perdre plutôt qu'à ce qu'on pourrait y gagner. J'ai un exemple tout bête de quelqu'un que je connais qui danse et qui a eu une proposition de devenir danseur professionnel, je sais plus, de faire une tournée ou je sais pas quoi. Il a ses raisons. Moi je ne suis personne pour juger, c'est une opportunité qu'il aurait pu saisir ou ne pas saisir, mais vous avez cette possibilité de donc saisir ça, mais vous dire, eh bien pour ça, eh bien il faut que je quitte mon boulot actuel. Et mon boulot actuel c'est une sécurité financière, c'est une sécurité de tout. Si je pars, je sais pas combien je vais gagner exactement, je sais pas si après cette tournée ce sera rentable, je sais pas. Et donc vous avez plus facilement tendance à refuser l'opportunité en vous disant non. Je préfère garder ma sécurité plutôt que de me lancer dans quelque chose où je sais pas si ça va tenir après. Vous comprenez? Et c'est ça qui explique souvent que certains messages commerciaux pour nous faire consommer marchent très bien, comme par exemple il vous reste plus que 2 heures pour profiter de cette offre, c'est votre dernière chance, il faut pas perdre cet avantage, etc. etc. Dans ces moments-là, on ne nous montre plus seulement ce qu'on peut obtenir, mais on nous montre ce qu'on risque de perdre
Si on ne souscrit pas à cette offre, si on n'achète pas ce truc maintenant, et bien là, si vous l'achetiez maintenant, vous aurez gagné plus de 50 € sur ce produit-là. Si vous l'achetez dans 3 semaines, et bien il n'y aura plus cette offre et ce sera tant pis pour vous. Voyez? Donc avant de conserver coûte que coûte une situation ou une chose dans ta vie, pose-toi cette question. Si je ne possédais pas déjà cette situation ou cette chose, est-ce que je la choisirais aujourd'hui, en connaissance de cause? Alors attention, la réponse peut être inconfortable, voire elle peut vous faire mal, vous mettre une petite claque dans la tronche, mais elle peut aussi être vraiment libératrice. Et si la réponse c'est je ne la choisirai pas aujourd'hui, je vous invite à prendre votre petit journal pour faire du journaling et vous dire pour quelle raison je ne la choisirai plus aujourd'hui. Pour ci, pour ci, pour ci, pour ça. Est-ce que c'est des choses que je peux changer? Oui, non. À voir. Ensuite, nous avons le principe de réciprocité. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, tu as souvent envie de lui rendre l'appareil, de lui offrir une autre chose en retour, etc. Un service, un cadeau, un compliment, une invitation, une attention. C'est le principe de la réciprocité. Il joue un rôle essentiel dans les relations humaines, il favorise la coopération, il permet de créer de la confiance, d'entretenir les liens sociaux, et souvent lorsque quelqu'un nous aide, on a envie de l'aider en retour. Mais ce principe peut aussi être utilisé comme une technique d'influence. Un échantillon gratuit peut nous pousser à acheter un produit, par exemple. Un cadeau offert au début d'une négociation peut nous inciter à créer un sentiment de dette envers la personne. Une personne peut essayer de nous rappeler constamment ce qu'elle a fait pour nous, tout ce qu'elle a fait pour nous, afin d'obtenir autre chose en retour. Par exemple, qu'on reste avec elle, alors qu'on n'est plus heureux. Et oui, mais tout ce que j'ai fait pour toi! Oui, mais à côté, je suis malheureuse. Et ça fait des mois que je suis malheureuse. Oui, mais tout ce que j'ai fait pour toi! Oui, mais tu l'as fait parce que t'avais envie. C'est pas ma responsabilité, c'est la tienne. Moi, j'ai fait d'autres choses pour toi, peut-être. Ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, ce que tu m'as donné, c'est toi qui me l'as donné. Et si tu me l'as donné en espoir d'avoir quelque chose en retour, bah peut-être que c'était pas fait avec la bonne intention. Et c'est pareil pour vous, ne donnez pas quelque chose dans l'espoir que la personne vous rende quelque chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne, on donne quelque chose de bon cœur. On rend service de bon cœur. Messieurs, dames. Parce que la réciprocité saine repose sur le principe d'un échange libre. Elle ne transforme pas chaque geste en contrat, en obligation de retour. Il n'y a pas des petits caractères écrits tout petits en bas, avec marqué tu dois me rendre avec des intérêts. C'est pas comme ça que ça marche. Ce principe nous invite souvent à observer la qualité de nos relations. Existe-t-il une circulation naturelle entre ce que chacun donne et ce que chacun reçoit? Ou alors y a-t-il une personne qui donne constamment pendant que l'autre se contente de prendre? Et donc souvent, une relation fortement déséquilibrée finit souvent par épuiser celle ou celui qui donne toujours. Ensuite, nous avons le principe du rasoir d'Hanlon. Alors je ne le connaissais pas non plus. Le rasoir de Hanlon est une règle de réflexion que l'on peut résumer ainsi. N'attribue pas à la malveillance ce qui peut s'expliquer par l'erreur, l'inattention ou l'incompétence. Imagine qu'une personne ne réponde pas à ton message. Ton cerveau peut créer une histoire. Ne faites jamais de suppositions, ça c'est dans les 4 accords Toltec. Par exemple, une personne t'ignore. On peut se dire, elle veut me faire comprendre quelque chose, elle est en colère contre moi, mais elle est peut-être juste occupée. Ou alors elle a lu le message au mauvais moment, ou elle pense peut-être t'avoir répondu, et le message s'est pas envoyé. Elle traverse peut-être une période difficile dont tu ne connais rien. Lorsque quelqu'un commet une erreur qui nous affecte, on peut rapidement lui prêter une intention. Nous ne voyons pas seulement ce qu'il ou elle a fait, mais nous imaginons pourquoi il l'a fait. Et notre interprétation peut parfois faire naître de la colère, de la peur ou un ressentiment envers cette personne. Le rasoir de Hanlon ne signifie pas que personne n'agit jamais avec malveillance, parce que parfois c'est le cas, malheureusement. Certaines personnes mentent, manipulent ou cherchent réellement à nous blesser. Et il ne faut pas utiliser ce principe pour nier les comportements répétés ou excuser des choses qui sont inexcusables. Avant de conclure que quelque chose a été fait contre toi, il faut que tu te demandes: est-ce que je connais réellement l'intention de cette personne? Est-ce que j'ai toutes les choses? Est-ce que j'ai connaissance de tout ce qui se passe? Est-ce qu'une erreur ou une mauvaise communication pourrait expliquer la situation? Et est-ce que j'ai assez d'éléments pour en tirer cette conclusion? Tout n'est pas contre toi. Tout n'est pas à propos de toi non plus. Et lorsque nous cessons d'interpréter chaque maladresse comme une attaque, nous récupérons une grande partie de notre énergie. Toutes les lois et tous les effets que nous venons de découvrir montrent une chose essentielle. Nous ne percevons jamais la réalité de manière totalement neutre. Notre cerveau sélectionne certaines informations, il les trie,
Il complète ce qu'il ne sait pas, il s'appuie sur nos croyances. Il observe les autres, il protège l'image que nous avons de nous-mêmes. Il cherche à éviter les pertes, à donner rapidement un sens à ce qui nous arrive, et ces mécanismes ne font pas de nous des personnes irrationnelles ou imparfaites. Ils nous permettent souvent de comprendre, de décider rapidement dans un monde beaucoup trop complexe pour être analysé entièrement à chaque instant. Alors à chaque fois, demande-toi, est-ce que j'observe la réalité ou est-ce que mon cerveau est déjà en train de l'interpréter? Pour terminer, je vais te laisser avec une petite citation de Anaïs Nin, une écrivaine franco-américaine connue pour ses journaux intimes et ses réflexions sur la vie intérieure. Elle dit « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. » Notre histoire, nos blessures, nos croyances et nos attentes deviennent parfois des filtres à travers lesquels nous regardons le monde. Et prendre conscience de ces filtres ne les fait pas complètement disparaître. Mais cela permet parfois de regarder au-delà et de se comprendre soi-même. On va s'arrêter ici, merci pour ton écoute, ta présence et l'énergie que tu donnes à cet espace. Et n'oublie pas, chaque action consciente, même ici, est déjà un pas vers ton alignement. Alors si cette vidéo a résonné pour toi, prends le temps de poser une intention, puis ancre-la avec un like. Et puis dis-moi dans les commentaires quel mécanisme tu as reconnu dans ta propre vie. Alors je te laisse et on se retrouve très vite. Il y a eu un bruit bizarre. Oh! Qui va là? Je t'ai entendu. Qui c'est ma jolie? Demain, qu'est-ce que c'est que ça ce bordel? Ça filme ou pas? Oui. C'est pas grave. Non, non. Qui sait que je vais le mettre? Ah bah, c'est pour ça que je vais pas dire ma bêtise, parce que c'était vraiment une grosse bêtise. Vas-y, dis-moi. Non. Je coupe. Non, pas du tout. Dis-moi. De quoi? Bah dis-moi. Non mais tu coupes là, je vais venir en avant pour que tu mettes, pour que tu enlèves le truc rouge là. Oui. J'ai presque fini. Comment? Là, 5 minutes, même pas.